Eh bien, si vous le voulez bien, nous allons démarrer. Bonjour à tous, bienvenue et avant tout un grand merci pour votre présence à ce webinaire que nous avons donc intitulé Objectif zéro émission nette, comment se positionne la recherche française. Alors, je rappelle peut-être pour les non-initiés que selon les Nations Unies, ce terme de zéro émission nette signifie simplement en fait que les émissions de gaz à effet de serre sont réduites à un niveau aussi proche que possible de zéro. Et je parle sous le contrôle des experts qui sont ici, qui me contrediront peut-être. Et les émissions de gaz à effet de serre donc restantes, présentes dans l'atmosphère, sont elles supposées être réabsorbées, par exemple par les océans ou les forêts. Voilà pour préciser un petit peu ce terme qui peut paraître technique pour certains. Alors, on l'imagine aisément, l'atteinte de cet objectif zéro carbone, zéro émission nette d'ici 2050, ça va nécessiter une recherche, une innovation solide pour développer, pour déployer rapidement des technologies énergétiques les plus propres possibles. Alors, face à cela, comment se positionnent nos universités, nos écoles d'ingénieurs, nos centres de recherche publics et privés dans cette véritable course contre la montre finalement? Quelles sont leurs forces et leurs faiblesses sur la scène mondiale de la recherche dans ce domaine? Et puis, est-ce qu'une analyse, on va le voir aussi, fine de leurs publications, de leurs collaborations, de leurs brevets aussi, est-ce qu'elle peut aider à faire apparaître des sous-domaines d'excellence? Et enfin, quelles sont bien sûr leurs initiatives concrètes à tous ces acteurs français, initiatives concrètes et originales qui fleurissent sur le terrain? Voilà, autant de questions passionnantes, ma foi, auxquelles on va essayer de répondre dans l'heure et quart qui vient, et ce, grâce à nos intervenants que vous voyez à l'écran, que je remercie aussi vivement d'avoir accepté notre invitation. Et donc, je vais tout de suite vous présenter. Nous avons avec nous Marie-Noëlle Dessinges, qui est manager qui nous fait coucou, du transfert de technologie chez Genvia. Genvia, c'est une entreprise spécialisée dans l'hydrogène décarboné et dont les deux principaux actionnaires sont Schlumberger New Energy et le CEA, le Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives, précisons-le. Nous avons aussi avec nous Nadia Maizi, qui peut faire aussi un petit coucou à tout le monde si elle le souhaite, professeure et directrice du nouvel institut pour la transition 1.5 à Mines Paris PSL, et qui, je crois, figure parmi les auteurs principaux du 6e rapport du GIEC. C'est bien cela? Oui, je ne fais pas… Tout à fait, oui. On a aussi un autre climatologue avec nous qui est Philippe Drobinski, directeur de recherche au CNRS, enseignant à Polytechnique, directeur du laboratoire de météorologie dynamique et du centre interdisciplinaire Energy for Climate, le E4C, de l'Institut Polytechnique de Paris. Et puis, enfin, nous avons avec nous en direct du Canada Étienne Vignola-Gagné, qui est analyste recherche senior dans l'équipe Research Analytics et Services Data d'Elsevier, et une équipe qui a récemment publié un rapport sur l'état de la recherche mondiale dans ce domaine des énergies moins polluantes et pour atteindre cet objectif zéro émission nette. Et puis Étienne sera assisté, si je puis dire, d'Anne-Catherine Rota, qui est consultante en Research Intelligence chez Elsevier et qui, elle, est basée en France, donc pourra nous donner peut-être plus d'indications et de précisions après sur les acteurs français. L'analyse en tout cas qu'en fait Elsevier. Voilà, avant de leur passer la parole, je rappelle juste en deux mots tous ceux qui nous suivent en direct que vous pouvez d'ores et déjà poser des questions. Vous avez un petit onglet questions. Dans cet onglet, vous pouvez aussi vous présenter. C'est toujours sympathique de savoir qui est là. Vous pouvez aussi voter pour les questions que vous trouvez les plus pertinentes, ce qui va me permettre à moi ensuite de repérer peut-être ces questions-là pour les transmettre aux intervenants. Et puis voilà, je crois qu'on va démarrer tout de suite. Sans plus attendre, je vais passer la parole à Étienne Vignola-Gagné, parce que vous avez donc conduit, je le disais, cette étude passionnante sur l'état de la recherche mondiale sur les énergies propres. Voilà, l'idée, c'est qu'en une petite dizaine de minutes, vous nous disiez quels sont les principaux enseignements de ce rapport, et puis plus précisément, bien sûr, sur le positionnement, sur les forces, les faiblesses de la recherche française dans cette contribution à cet objectif zéro émission nette. Voilà, je vous laisse la parole. Je crois que vous avez un PowerPoint, mais vous pouvez manipuler seul grâce à notre plateforme Livestorm. Je vous laisse la parole, c'est à vous. Parfait, merci beaucoup pour la belle introduction, Jean-Philippe. Donc, pardon, je fais quelques tests. C'est la première fois que j'utilise cette plateforme, donc oui, ça semble marcher. Ça a l'air de marcher, oui. Excellent, parfait, merci beaucoup. Donc, je vous présente brièvement aujourd'hui un rapport publié par
Elsevier au moment de la 26e conférence des partis à Glasgow. Donc, le rapport Pathways to Net Zero, The Impact of Clean Energy Research. C'est un rapport qui porte sur la gouvernance de la recherche dans ce domaine, donc où on a tenté de mesurer différents aspects liés aux jeux de publication scientifique, aux jeux de brevets, mais aussi d'autres extrants des systèmes de recherche nationaux, mais aussi globaux. Pourquoi mesurer ces dimensions? Ben, on sait que certaines de ces dimensions peuvent être, lorsqu'elles sont appliquées, donc quand les pratiques associées sont appliquées, peuvent être particulièrement favorables à créer des retombées sociétales optimales, donc en provenance de la recherche, ou sont susceptibles, plus susceptibles de mener à l'innovation technologique. Donc, le rapport mesure l'importance relative qui est accordée à la recherche énergie zéro émission nette dans les systèmes nationaux et globaux de recherche, et également comment toutes ces pratiques-là sur toutes ces dimensions ont été adoptées dans différents groupes de recherche, différentes thématiques, etc. Évidemment, donc, nous sommes des experts en bibliométrie, nous ne sommes pas des analystes des politiques publiques ou des systèmes énergétiques, donc il y a quand même un besoin, là, en utilisant toutes les données du rapport, de faire un certain travail, idéalement, de triangulation, donc de prendre en compte aussi des données qualitatives, faire des analyses peut-être même de terrain un peu plus poussées. Et je tiens à mentionner, là, évidemment, donc, le rapport a une emphase vraiment sur le domaine de l'énergie, donc production, distribution, usage de l'énergie, ce qui ne couvre évidemment pas tous les domaines qu'on inclut parfois là, dans la définition d'objectif zéro émission nette. Donc, par exemple, tout ce qui est captage, stockage de carbone est un peu moins bien représenté dans le rapport. Donc, je fais un petit plan du reste de ma présentation. Donc, j'ai déjà fait l'introduction. Alors, je vais vous présenter rapidement des résultats sur les volumes nationaux de publication, les impacts citationnels et la spécialisation. La collaboration entre les pays de niveaux de revenus différents, les parts de collaboration entre universités et entreprises, les volumes nationaux de brevets et finalement les impacts de la recherche dans la presse, mais aussi les documents gouvernementaux ou du moins destinés aux décideurs. Je vais tenter de faire un petit résumé rapide de la position française dans le domaine de recherche tel qu'on l'a défini. Je vais présenter rapidement quelques recommandations d'experts parce que le rapport inclut aussi là, des extraits d'entrevues avec des experts du domaine, donc au-delà aussi là, de la partie bibliométrique auquel moi j'ai directement contribué. Et finalement, je vais faire un bref aperçu là, de toutes les parties du rapport. Donc, je vous présente vraiment une toute petite sélection de tous les résultats qu'il y a dans le rapport. Donc, je vais tenter de vous donner envie de lire le rapport au complet. C'est quand même une bonne lecture. Mais on est content que vous nous fassiez un résumé quand même. Oui, bien sûr. Donc, j'y vais tout de suite avec quelques résultats, avec un focus, donc, en regardant particulièrement du côté de la France pour vous. Donc, oui, premier résultat, les volumes nationaux de publication. Donc, un indicateur de décompte de publications scientifiques, donc publiées dans les revues, évaluées par les pairs par pays. Les décomptes, c'est un peu une façon un peu grossière de mesurer la centralité des pays dans un domaine de recherche donnée, mais bon, au final, qui corrèle quand même assez bien là, avec beaucoup d'autres dimensions qui, aujourd'hui, sont peut-être un peu plus intéressantes pour les décideurs, les leaders de la recherche. Donc, ça nous donne aussi un léger baromètre, là, si on veut, ou un baromètre imparfait du degré d'investissement des pays dans un domaine. Donc, la France est 9e au classement là, en termes de sa productivité, en termes de publications scientifiques dans le domaine, alors que le pays donc est 6e dans tous les domaines confondus. Donc, il y a une certaine sous-spécialisation de la France dans le domaine. Les grands joueurs ici, bon, c'est pas étonnant, c'est un peu la même chose partout. C'est la Chine, les États-Unis, l'Inde, donc Japon, Royaume-Uni, là, qui sont en avant de la France notamment.
Et ici, on a un graphique par cadran, donc où on positionne un peu la France là, sur deux dimensions. Donc, sur l'axe des Y, on a l'impact citationnel et sur l'axe des X, on a le degré de spécialisation là, que je viens un peu de présenter. Donc, l'impact citationnel, là, si vous voulez que je le définisse un peu, c'est un proxy imparfait de la qualité de la recherche ou de la capacité à générer des projets dérivés, donc une espèce d'effet de levier intellectuel. Ça mesure aussi la force des réseaux de collaboration d'un agrégat. Donc, on voit que la France est dans le cadran en haut à gauche, donc relativement sous-spécialisée face à d'autres pays dans le domaine, a quand même un impact citationnel qui est au-dessus du niveau mondial. Donc, l'axe des... Pardon. Oh, je viens de perdre mon plein écran, je crois. Merci. Je voulais remis. Excellent, merci. Donc, vous voyez ici, la ligne grise, c'est le niveau mondial. Donc, on pourrait faire une interprétation un peu stratégique, cynique, là, ici, dire, bon, la France investit pas tant que ça dans le domaine et a quand même des bonnes retombées citationnelles, mais évidemment, vu l'urgence de la situation, on pourrait aussi très bien argumenter que tous les pays devraient chercher à grandement augmenter leur spécialisation relative dans ce domaine vraiment prioritaire. Et on voit ici là, qu'il y a quand même des forts investissements des pays asiatiques dans le domaine, qui ont peut-être pas le même impact citationnel, mais bon, la Chine, on le voit là, à travers tous les domaines d'ailleurs, c'est vraiment en ascendance, donc prend toujours une place plus centrale dans le domaine comme dans les autres domaines. On s'est intéressé aux collaborations entre les pays avec des niveaux de revenus différents, donc pays à revenus élevés avec les pays à revenus faibles ou intermédiaires, avec l'idée un peu de mesurer l'intensité du transfert de connaissances et de technologies, donc entre les pays de ces deux types. Donc ici, on voit les proportions de publications scientifiques qui sont écrites entre auteurs de ces deux types de pays en X, et sur l'axe des Y, on a plutôt le pourcentage de publications qui font mention de toponymes, donc de régions, de villes ou de pays situés dans le sud global, si vous me permettez l'expression. Donc, si on a un très bon score pour la France, en fait, la France qui arrive deuxième au plan de la collaboration là, avec les pays à revenus faibles ou intermédiaires, donc derrière l'Arabie saoudite, devant tous les autres pays. Donc, la France a un score un petit peu plus faible au point de vue du travail de terrain, là, donc mention de localisation spécifique du sud global, mais quand même un beau score. Et on a fait l'analyse dans le temps de ces scores. On était quand même assez intrigué par la position là, de l'Arabie saoudite ici. Donc, on voit que c'est un leadership qui est là depuis quand même assez longtemps, une vingtaine d'années. La France aussi, ça n'a pas trop bougé dans le temps. Et on voit là, avec les passeurs du trait qu'il y a quand même bon volume de publications là, donc, qui sont écrits en collaboration entre la France et des auteurs situés dans les pays du Sud. Donc, je crois que je dois accélérer un petit peu pour rester dans mon temps. On a regardé aussi la collaboration entre les universités et les entreprises dans les papiers scientifiques, encore une fois. Donc ici, la France est cinquième pour cette proportion comparativement à septième, tout domaine confondu. Donc, un autre point fort pour la France. On a regardé les volumes nationaux de brevets, où la France, si je ne me trompe pas ici, là, arrive donc cinquième pour ce volume. Donc, est en fait en tête d'un deuxième peloton de pays qui inclut aussi Royaume-Uni, Russie, Canada. Et on a regardé finalement l'impact de la recherche donc dans la presse en ligne, mais aussi dans les documents gouvernementaux ou les synthèses des preuves qui sont destinées aux décideurs et autres scientifiques gouvernementaux. Et en fait, ici, le résultat, c'est que la France ne tombait pas dans les 25 premières positions, donc un point faible un peu pour la France au plan de ses
retombée sociétale plus large, ou du moins une tentative d'utiliser un indicateur proxy pour capturer ces retombées. On pourrait penser qu'il pourrait avoir un biais dans les bases de données, peut-être contre le français. On sait que les bases de données sont très orientées vers les pays anglophones. Cependant, ici, il y a quand même d'autres pays non anglophones qui font partie du top 25. Donc, je ne crois pas que ce soit cela qui soit en jeu ici. Je vais sauter le résumé de la position parce que, bon, on avait quelques résultats seulement. Donc, en termes de recommandations d'experts, c'est vraiment le même point qui est revenu constamment. Si on parle augmenter la collaboration, augmenter la coordination, tout azimut, donc entre milieux académiques et entreprises, gouvernement et citoyens, augmenter la collaboration pluridisciplinaire à l'intérieur de recherches académiques, mais notamment aussi là, en augmentant la part, la contribution des sciences sociales et des humanités. Et encore une fois, augmenter les collaborations entre pays là, de niveaux de revenus différents. Je vous donne un petit avant-goût rapide du reste du rapport. Donc, on a plein de données sur des dimensions comme les financeurs principaux de la recherche, l'interdisciplinarité et la multidisciplinarité que vous pouvez voir là, dans le graphique de gauche. Plus de résultats sur les types de recherches produites dans les pays à faible revenu ou revenus intermédiaires. Donc, quels types de thématiques sont importantes dans ces contextes. Les proportions relatives de recherche fondamentale, appliquée, de développement technologique, plus de résultats sur la collaboration internationale, mais aussi des résultats sur les investissements là, en recherche des firmes privées, donc de ces firmes qui contribuent le plus aux émissions globales. Donc, j'espère vous avoir effectivement donné envie de consulter le rapport et je cède la parole aux autres panélistes. Merci de m'avoir écouté. Merci beaucoup pour cette présentation et vous avez tenu le temps imparti, donc bravo parce qu'il y avait beaucoup d'informations et c'est vrai que si on résume, vous avez passé le slide rapidement et ce que j'en comprends, hein, et vous me coupez si je me trompe de la position de la France hein, sur ces recherches pour contribuer à cet objectif zéro émission nette, c'est finalement gros point fort, collaboration avec les pays à revenus faibles ou intermédiaires, hein, qui est un point fort de la France, qui est la deuxième. Les collaborations université-entreprise, qui sont quand même stratégiques, j'imagine, pour parvenir à cet objectif. En revanche, volume de publication annuel, un peu en deçà peut-être de la moyenne, en tout cas un point à améliorer, tout comme le degré relatif de spécialisation, et puis cet impact hein, quand même sur la presse, les gouvernements, cette influence-là qui semble à améliorer, tout comme les brevets. Juste, Anne-Catherine Rotin, n'hésitez pas, hein, si vous voulez compléter à des moments, comme je vous le disais avant le webinaire, n'hésitez pas à lever la main si vous avez des précisions à donner à n'importe quel moment du webinaire. D'ailleurs, ce n'est pas forcément après la présentation d'Étienne. Ce qui pourrait être intéressant, mais on en parlera peut-être plus tard, c'est vrai que Étienne, vous avez mentionné un moment, effectivement, des données sur les investissements en recherche des firmes privées qui contribuent le plus aux émissions globales. Peut-être tout à l'heure, ça sera une question, peut-être des questions commencent à arriver. D'ailleurs, sur l'onglet questions, je vois. Ça sera peut-être un point abordé parce que j'imagine que c'est un point qui est quand même intéressant. Et je vais peut-être, je lis une question. Des publications sur la réduction de l'utilisation des énergies sont-elles prises en compte demande Virginie Cogez. J'espère que je prononce bien le nom. Étienne, là-dessus, est-ce que vous avez des informations? Oui, on a utilisé une définition qui est quand même assez large, là, qui est basée sur les SDG. Donc, en partie, oui, mais certainement pas. Objectif de développement durable, là, je précise. Oui, pardon, oui. Parfait, merci. Non, mais je suis là pour remettre du français. Oui. Donc, en partie, je dirais. Ça serait ma réponse, en partie, c'est tombé sous notre définition, mais certainement pas tout. Donc, voilà. Je vois Anne-Catherine, je vous vois parler, mais je ne suis pas sûr que vous ayez votre micro ouvert. En effet, je l'avais je m'étais mise en silencieux. Juste un petit point sur cette méthodologie. Je pense que ce qui est important, c'est de comprendre ce qui est inclus comme corpus de données au départ. Et en effet, la question fait écho à cette définition des corpus qui est absolument transparente. Elle est disponible publiquement, hein, de savoir la manière dont ça a été constitué. En effet, avec une combinaison
d'ODD ou de portions d'ODD et avec bien sûr de l'itératif derrière en combinaison avec des experts des sujets pour avoir cette caractérisation des domaines. C'est une question clé, bien entendu, sur la chose. Et je n'ai pas forcément de complément à faire à ce stade. Peut-être donner 1 ou 2 chiffres sur des institutions, parce qu'évidemment, il s'agit ensuite de creuser. Ça, c'est la vue hélicoptère. Ce qui est pertinent ensuite, c'est d'aller suivre et faire ce monitoring à l'échelle de dispositifs beaucoup plus fins, à une maille plus fine, et de repérer cette constance tout de même sur le positionnement des institutions françaises, notamment sur la collaboration publique-privée, avec des acteurs. Alors, si je prends encore la vue d'ensemble, si je prends l'Institut Polytechnique de Paris, on est à 38%, entre 2016 et jusqu'à présent, on est à 38% de collaboration publique-privée sur l'ensemble de ce qu'on a analysé ici. Si je prends PSL, on va être sur du 23% sur la même période, etc., etc. Donc, ça semble quelque chose qui est une force à corréler, bien entendu, avec d'autres indicateurs. Mais voilà quelques indices dans le faisceau, dirons-nous. Vous parliez de l'Institut Polytechnique de Paris. Je pense que Philippe Drobinski pourra réagir tout à l'heure peut-être là-dessus. Maintenant, je vais me tourner juste vers Nadia Maïzi, parce qu'en tant que directrice de ce nouvel institut pour la transition 1.5 de Mines Paris PSL, vous êtes aussi vraiment au cœur du sujet. Donc, peut-être déjà pour nous expliquer ce qu'est ce nouvel institut que je pense que tous les internautes qui nous suivent ne connaissent pas forcément, ses principales missions et objectifs. Puis ce qui sera intéressant aussi, c'est qu'en tant qu'auteur de ce dernier rapport du GIEC, vous nous donniez votre point de vue peut-être plus global sur votre vision de la recherche française sur la scène internationale dans ce domaine. Voilà, je vous passe la parole. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Oui, dans un premier temps, je veux bien revenir sur la genèse en fait de la création de cet institut dont nous avons opéré le lancement au mois d'avril à Paris et au mois de mai à Sophia Antipolis pour l'école des mines de Paris. Donc c'est un institut qui s'appelle The Transition Institute 1.5, en résumé ou en plus court TTI.5. Et dont l'objectif, en fait, est de promouvoir une recherche et un enseignement autour des sujets de la transition décarbonée. Donc, de manière, je veux dire, de manière volontaire, il ne s'agit pas de la transition énergétique, il ne s'agit pas de la transition écologique, mais vraiment, nous avons souhaité parler de la transition comme de cette transformation qui devrait nous faire passer d'une phase carbonée dans laquelle nous sommes à une phase décarbonée. Et en cela, nous faisons totalement écho aux conclusions du dernier rapport du GIEC, et en particulier de son dernier volet qui aborde l'ensemble des solutions de l'atténuation, pour dire que maintenant c'est le temps d'agir et c'est réellement une action qui est proposée au sein de ce système de l'enseignement supérieur en France. Donc c'est une création qui s'est mise en place récemment, mais la genèse remonte à plusieurs années et répond à un constat qui est que on parle de transition du matin au soir, mais en réalité de transition, on n'a aucun élément tangible. Et ça, c'est encore un élément qui a été confirmé par les conclusions de notre rapport. C'est-à-dire que bien que l'on voit des actions climatiques avec des investissements dans certaines technologies, avec plus de 50 pays qui ont intégré dans leur législation des lois sur le climat, avec plus de 800 villes qui s'engagent dans des objectifs de neutralité carbone et beaucoup d'autres exemples du même type. La courbe des émissions de gaz à effet de serre au niveau mondial est en perpétuelle croissance et donc on n'a pas réussi à infléchir cette tendance. Notre vision, c'est qu'il faut une action, mais une action qui prenne en compte un élément qui est fondamental, qui est que nous ne parlons pas d'un secteur, mais nous parlons d'un système. Et donc, il faut qu'on développe vraiment une vision systémique et holistique, de sorte que tous les prismes soient pris en compte pour mettre en place cette transformation. Ce que je veux dire par là, c'est travailler sur les technologies, c'est très intéressant, mais en fait, si on n'a pas envisagé la façon dont les modes de vie et les usages pourront
se mettre au diapason des technologies proposées par les ingénieurs. S'il n'y a pas des lois qui accompagnent, s'il n'y a pas des infrastructures, si on n'a pas pris en compte toutes les externalités en termes de ressources et de limites physiques de la planète, et beaucoup d'autres éléments de gouvernance, d'investissement, donc des aspects sociaux, des aspects économiques, à ce moment-là, on a complètement raté finalement la proposition de solution qu'on est en train d'élaborer. Et c'est vraiment l'enjeu qu'on veut développer au sein de cet institut, avec la chance que à Mines Paris PSL, on dispose de plusieurs départements qui nous permettent de couvrir l'ensemble du spectre qu'on a identifié de ces incontournables, et qui sont donc un département d'économie de management de société, un département de mathématiques et systèmes, un département d'environnement et de géosciences, un département d'énergie et de procédés, et un département de matériaux et de mécanique. Donc, au-delà de Mines Paris PSL, on a PSL et on a tout le complémentaire dont on aura besoin pour développer un programme scientifique dont je donne rapidement les 4 grands axes. Il y aura un premier axe qui sera vraiment dédié au design de la transition. Donc, quelle transition? Réfléchissons en termes de modèles et d'approches théoriques à ce sur quoi nous pouvons nous appuyer pour définir le type de transformation et le type de paradigme qu'il faut mettre en place maintenant très rapidement. En parallèle, il y aura un volet dans cet axe sur les technologies et l'ingénierie de cette transition. Et donc là, on est très bien positionné pour réfléchir à cet enjeu. Le deuxième axe pose une question, la planète électrique, point d'interrogation. C'est-à-dire que l'électrification est présentée comme la solution de la décarbonation, mais il y a peut-être des écueils qu'il faut vraiment mettre en avant pour ne pas tomber dans une autre difficulté en allant vers ce tout électrique. Le troisième axe, c'est la planète inclusive, puisqu'on est en train de parler d'un problème planétaire qui n'est pas juste un problème de pays du Nord, avec le biais qu'on peut parfois avoir rapidement tous sans le vouloir. Et donc, c'est une inclusivité qui doit tenir compte d'une distribution équitable des efforts sur la planète, tenir compte des disparités des impacts qui ont été elles-mêmes présentés par les différents volets du rapport, et en particulier celui de l'adaptation, le deuxième volet de ce 6e rapport du GIEC. Et puis, des problèmes aussi d'inéquité en termes sociaux. On ne va pas rappeler les épisodes dramatiques qu'on a pu connaître en France suite à l'élaboration de taxes qui ne prenaient pas en compte les disparités sociales. Donc ça, c'est le troisième. Et le dernier volet, c'est un volet qui nous paraît aussi fondamental. C'est la planète comme enjeu d'influence. C'est-à-dire que le climat est devenu un objet de rivalité entre les deux grandes puissances dont on voit qu'elles dominent grâce à l'étude présentée par Étienne. En tout cas, les publications, certainement, avec les publications, bien sûr, vous avez montré les brevets. Les brevets, c'est en fait le business. Donc là, en fait, on est dans du business. Et le problème, c'est que ce n'est pas une question de business, le problème du climat. Le problème du climat, c'est un problème qui ne doit pas être accaparé par un enjeu ou un autre. Et donc, c'est vraiment autour de cette question-là qu'on veut travailler sur les questions de géopolitique et qui peut-être nous détournent de notre objectif de neutralité. Et puis, les questions de gouvernance au niveau international, puisque ça fait maintenant une quinzaine d'années que nous sommes impliqués en tant que l'École des mines de Paris comme organisation non gouvernementale pour l'observation des conférences sur le climat. Et donc, je suis chef de cette délégation. Et donc, on voit bien qu'il y a un enjeu aussi au niveau de ces négociations et que le monde des ingénieurs ne peut pas se positionner à côté parce qu'en fait, on va s'appuyer sur finalement ce qu'on produit en nous invitant pas aux discussions, et les décisions qui vont être prises vont être elles-mêmes aussi capturées peut-être par des éléments de juristes, d'économistes, qui nous décalent encore une fois de nos objectifs. Donc ça, c'est pour la description en fait du contenu de cet institut. Alors cet institut, par rapport à l'École des mines de Paris, c'est un institut qui bâtit sur ce qui existe, c'est-à-dire que ça va être une structure hors les murs, qui va s'appuyer sur tous les chercheurs de l'école de mines et qui va permettre en fait
de faire fructifier tout ce que nous savons déjà faire, mais de manière sans doute trop silotée, de manière à créer une interdisciplinarité et une interaction entre les différentes structures internes de l'école afin de rayonner vers l'extérieur. Et nous avons vraiment comme ambition de servir nos élèves qui ont une demande. Bon, on l'a fait avant, la vidéo d'AgroParisTech, bien sûr, et en fait, on avait bien capturé la recherche de sens de plus en plus forte émanant de notre cycle ingénieur civil, mais aussi de nos jeunes chercheurs, mais aussi de nos anciens chercheurs qui eux-mêmes ont envie de se repositionner dans leur trajectoire professionnelle. Donc cette demande-là, on y répond avec la création de cet institut pour pouvoir intégrer toute cette communauté dans cette proposition de solution. Et puis, on veut rayonner vers l'extérieur, c'est-à-dire on veut avoir une place dans tous les types de débats qui sont aujourd'hui extrêmement présents dans toutes les sphères, que ce soit médiatique, gouvernementale, internationale, et donc avoir un message qui nous permette de porter nos recherches académiques totalement indigestes vers des propositions de synthèse, d'éclairage qui soient plus appropriées à la demande qui nous vient de plus en plus forte et aussi des entreprises, bien sûr. Je ne les ai pas mentionnées. Quel est notre budget ? Bien, nous n'avons pas de budget, donc nous faisons appel à des mécènes. Et nous allons tenter de lever de 10 à 15 millions d'euros pour pouvoir, sur 5 ans, mettre en place ce qui sera le cœur de notre système, c'est-à-dire des élèves avec des projets qui seront financés et puis des élèves chercheurs. On voudrait monter à une quarantaine de thèses en régime de croisière sur les 3 années de thèse, bien évidemment. Donc voilà, qu'est-ce que je peux dire d'autre ? Je ne sais pas si peut-être. Oui, tout à fait. Peut-être sur un petit peu le deuxième volet, mais rapidement, c'est vrai qu'en tant qu'auteur du GIEC, comment vous ressentez-vous le comportement des scientifiques français, leur positionnement je crois que vous me disiez qu'on préparait ce webinaire par rapport aux Allemands, par exemple, qui arrivent vraiment groupés. Il y a peut-être plus un individualisme de certains chercheurs français. Comment vous l'analysez un petit peu, par exemple, au sein du GIEC ? Alors, c'est-à-dire que bon, le français, c'est un individualiste forcené, mais il est éduqué comme ça. Je veux dire, on est éduqué dans une ambiance de compétition. Les Allemands sont éduqués dans une ambiance de collaboration. Et donc ça se ressent après toute la vie. Donc au niveau du GIEC, les auteurs français, donc moi je vais parler du 3e volet auquel j'appartiens, donc où on est à peu près 270 auteurs. Et donc, il y a 5 auteurs français qui sont répartis dans différents chapitres. Donc, c'est un nombre qui n'est pas très important. Je pense que dans le premier volet sur le climat et la physique du climat, il y a beaucoup plus d'auteurs qui viennent pour beaucoup d'un labo de Saclay. Donc, la coordination n'est pas réalisée, on va dire, par le ministère qui nous a désignés. Et puis, nous sommes tout petits. Il y a une nouvelle ministre, peut-être ça va changer. Oui, il y a même plusieurs ministres, hein, donc ça va sûrement simplifier. Non, je ne sais pas. On verra bien ce qui va se passer, mais ce que je veux dire, c'est que, en fait, on est mandaté. Moi, je parle de mon expérience personnelle. On est mandaté pour participer à quelque chose qui est quand même dont dépend l'avenir de l'humanité, si on le prend au sérieux. Donc moi, je n'ai eu aucune décharge professionnelle. Le seul message que j'ai reçu, c'est qu'on ne prendrait en charge aucun de mes déplacements obligatoires pour cet exercice. Donc c'est sur du temps libre, en mode bénévolat total. Et à côté de nous, on a des Allemands, par exemple, qui arrivent, ils ont un budget qui leur a été donné, ils ont des assistants, des doctorants, tout un team qui se met en place autour d'eux pour les épauler et les accompagner. Donc, par rapport à tout ça, je pense que, et c'est quand même ce qui nous sauve, mais on est hyper créatifs. Je ne sais pas comment on arrive toujours, nous, à survivre, même dans les classements que vous avez montrés. Parce que, en regard de cette, adversité,
ça nous a obligés, dans une nécessité de survie, de développer certainement des qualités supplémentaires pour pouvoir être extrêmement contributifs. Parce que les auteurs français sont remarqués, ils sont écoutés, ils sont très sollicités, même à l'international. Moi, j'ai été beaucoup sollicitée pour réagir sur la sortie de ce dernier rapport du GIEC. Mais parfois, et je pense que ça, on le partage dans plusieurs disciplines, ils ont plus de notoriété à l'étranger que dans leur propre pays. Et ils ont plus de reconnaissance, surtout. Parce qu'en France, le scientifique n'est quand même pas très bien traité culturellement. Voilà. Donc ça, c'est bon, on déborde un peu la question propre du mais GIEC. c'est intéressant aussi, puisque finalement, vous pointez des questions de budget, d'allocation de moyens humains et financiers, finalement, à ce type de recherche et d'initiative que vous menez. Donc, je pense que ça fera sans doute réagir les intervenants et peut-être les internautes aussi. Je vais me tourner maintenant vers vous, Philippe Drobinski, en tant que directeur, là aussi, d'un centre, ce centre Energy for Climate de l'Institut Polytechnique de Paris. Là aussi, peut-être déjà pour nous expliquer ce qu'est ce centre assez particulier, vous allez le voir, ses principales missions et objectifs, et puis vous pouvez rebondir aussi peut-être sur les propos de Nadia Maizi, parce que vous aussi climatologue, et en un sens, vous aussi, via la création de cet institut, vous avez décidé de passer à l'action après tous ces constats faits par le GIEC. Donc voilà, je vous laisse nous présenter tout ça. Allez-y. Oui, bonjour. Oui, donc effectivement, je suis climatologue. Donc moi, effectivement, c'est plutôt le groupe 1 du GIEC sur lequel le laboratoire est très impliqué. Oui, pour revenir un petit peu à la genèse, donc j'ai créé le Centre Energy for Climate en 2019, mais en fait, il résultait déjà d'une initiative un petit peu plus tôt. Moi, à l'école polytechnique, j'ai lancé les premiers enseignements sur les énergies renouvelables en 2007 et puis mon travail de climatologue reste à comprendre et à diagnostiquer un petit peu à la fois l'état de la planète et son évolution. Et forcément, il y a un caractère presque c'est un petit peu l'oncologue de la planète à essayer de transmettre un message qui n'est pas toujours rose sur la trajectoire que l'état de la planète prend. Voilà, et donc arrivé à une période de ma carrière où la question de positionnement expert devenait moins critique, le moment était venu pour moi de me dire, bon, est-ce que j'allais continuer à quelque part conduire des recherches sur le diagnostic, et j'ai senti un petit peu le besoin de passage à l'action, donc j'ai monté un programme très bottom-up qui vise, et là je vais reprendre les mots de Nadia, à essayer d'adresser un problème systémique et complexe qu'est la transition énergétique. Alors nous, ce n'est pas toutes les transitions, ça s'appuie là aussi, il y a une question d'analyse des forces et faiblesses de l'Institut Polytechnique de Paris et de l'École des Ponts, puisque donc c'est un partenariat entre ces deux institutions. Donc en s'appuyant sur les fortes compétences qu'il y avait sur le secteur de l'énergie, eh bien l'idée c'était de voir un petit peu comment on pouvait mobiliser donc les expertises, les compétences dans les différents laboratoires. Alors au début dans le périmètre école polytechnique, donc une dizaine de laboratoires ont fait chiche, et puis donc en 2015, très rapidement on a fait une levée de fonds, 125 000 $ dans une fondation américaine. Et puis avec ces 125 000 $, j'ai juste dit, on va ni recruter de postdoc ni faire des thèses, on va développer des démonstrateurs. Donc ça fait partie de l'ADN de l'Institut, enfin du Centre Energy for Climate. Et donc, en essayant de démontrer déjà quelque part par des démonstrateurs la faisabilité, je dirais, sur le terrain de la transition énergétique, eh bien, nous avons intéressé des mécènes, de nombreux mécènes, et donc je crois que ça a été d'ailleurs souligné que sur le périmètre en particulier de l'énergie, du climat, donc effectivement il y a une forte collaboration entre notre recherche académique et le milieu industriel, et donc nous avons fait ce que je dirais le passage à l'échelle en 2019 au moment de la création de l'Institut Polytechnique de Paris, donc un passage à l'échelle en créant cette fois-ci le Centre Energy for Climate. Donc le Centre Energy for Climate, cette fois-ci, c'est plus 10 laboratoires, c'est une trentaine. Donc, ça a été créé en juin 2019, à la fois par l'Institut Polytechnique de Paris, l'École des Ponts, et en partenariat avec le CNRS, le CEA, et puis donc EDF et Total Energy, et avec le soutien du programme d'investissement d'avenir sur les écoles universitaires de recherche. Donc,
le Centre Energy for Climate, d'abord vise à s'articule autour de 8 axes de recherche et qui vise d'abord à étudier des solutions pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, d'autre part à améliorer le potentiel d'efficacité énergétique et de flexibilité de la demande pour réduire la consommation énergétique, ensuite pour gérer et contrôler, pour contribuer, je dirais, au déploiement des énergies renouvelables et puis gérer et contrôler cette distribution via des réseaux intelligents. Et enfin, donc en appui d'ailleurs aux travaux du GIEC, que ce soit le groupe 1 ou le groupe 3 d'ailleurs, déterminer la pertinence, l'efficacité, l'efficience, la faisabilité socio-technique, la durabilité des solutions dans un contexte de prospective en alliant encore une fois à la fois ce qui a été dit d'ailleurs, sciences de l'ingénieur, sciences de géophysicien, sciences du climat, mais aussi sciences économiques, sciences sociales, parce qu'il y a des questions, encore une fois, d'acceptabilité sociale des solutions, qu'il y a les questions de financement, etc. Alors, si je dois développer très rapidement ce qui pour moi fait l'ADN, et là, c'était vraiment quelque chose de très fort en moi, c'était qu'il fallait qu'on sorte, je dirais, de notre recherche un petit peu classique, c'est-à-dire, alors bien évidemment sortir des silos disciplinaires, ça a été dit, et je suis complètement en phase avec ce qui a été dit par Nadia. Donc déjà sortir des silos disciplinaires, puisqu'on traite des problèmes systémiques complexes sur lesquels on est obligé de croiser des visions, des analyses. Mais l'autre chose qui était pour nous très importante, c'est démontrer la faisabilité. Et donc, l'ADN du Centre Energy for Climate, c'est démontrer que la transition énergétique est faisable sur le terrain. Et donc, on a fait finalement du campus de l'Institut Polytechnique de Paris un laboratoire vivant où on déploie donc des démonstrateurs technologiques de taille réelle, comme on a une ferme agrivoltaïque, un système innovant de capture et de valorisation du CO2. On a 3 smart grids électriques sur 3 bâtiments, que ce soit à usage d'habitation, que ce soit à usage, je dirais, tertiaire. Un smart grid thermique électrique sur un quartier même, qui d'ailleurs nous permet de réduire de 80% nos émissions de gaz à effet de serre sur ce quartier. Et donc, ces plateformes technologiques sont ensuite des terrains d'expérimentation incroyables, à la fois pour les étudiants de l'Institut Polytechnique de Paris, qui peuvent conduire des projets, réaliser des stages, vraiment dans un laboratoire vivant de la transition énergétique. Et puis, l'autre élément qui est vraiment important, c'est que ces démonstrateurs sont à disposition de tous les personnels en fait, de l'Institut Polytechnique de Paris. On leur donne accès à des bornes électriques de recharge que nous avons déployées, des véhicules en autopartage. Et ça, c'est un vecteur de sensibilisation et d'acceptation de la transition énergétique qui est absolument nécessaire. Et d'ailleurs, on a sur le site web du Centre Energy for Climate, on permet d'accéder à des visualisations qui donnent en temps réel la consommation énergétique et la production renouvelable instantanée de ces dispositifs et permettent, en fait, ces écrans, je dirais, permettent de visualiser quelque part le fonctionnement du laboratoire vivant, et je dirais même son pouls cardiaque, c'est-à-dire vraiment le pouls de ce laboratoire vivant. Donc ça, c'est un laboratoire vivant qui est un support à la fois à l'innovation, mais qui est aussi un vecteur d'inclusion sur les enjeux donc de la transition énergétique. Voilà, donc je dirais que moi je suis très content quelque part. Bon, alors moi j'ai une tutelle, mon laboratoire de météorologie dynamique a aussi une tutelle PSL, donc il faudra qu'on discute plus profondément avec Nadia, mais quelque part, voilà, on porte tous les deux une initiative qui me paraît absolument nécessaire, qui est de désiloter, qui est d'aborder par la recherche et par la formation des problèmes systémiques et de pouvoir, et là probablement aussi parce que justement Nadia, moi-même, sommes très actifs dans des initiatives au sein du GIEC, et maintenant c'est des déclinations régionales, voire même locales. Il est très important aussi que nos recherches puissent soutenir la réflexion sur les grandes politiques publiques, les politiques énergétiques. Et selon moi, alors là, je ne peux pas parler pour PSL, mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que ce qui est très important pour Energy for Climate, c'est le fait qu'il ne faut pas que nos innovations, que les solutions qui naissent dans les laboratoires puissent rester plus que nécessaire sur ce que j'appelle les étagères de nos laboratoires. Il est très, très important que toutes les solutions puissent être déployées très vite
par ce que j'appelle les déployeurs des solutions, que ce soit le monde socio-économique, mais aussi le monde financier, ou l'administration publique qui participe par la réglementation aussi à accélérer, ou pas, mais on souhaite accélérer en tout cas, la transition énergétique. Et je dirais, pour rejoindre là aussi ce qui a été dit précédemment, au-delà de la transition énergétique, on est face à d'autres transitions, d'ailleurs souvent toutes connectées les unes avec les autres, et donc il est important de pouvoir établir ce partenariat le plus fluide possible avec le monde socio-économique et puis je dirais nos administrations publiques. Vous parlez, merci beaucoup. Vous parliez du monde socio-économique. Vous avez cité quelques entreprises liées à Energy for Climate. Je crois que c'est EDF, Total, Engie. Vous allez le redire. Est-ce qu'il y a d'autres types d'acteurs aussi, entreprises avec lesquelles vous collaborez Oui, bien sûr. Il y a Digital aussi, le Digital qui compte beaucoup. Est-ce que vous pouvez nous dire en deux mots vos partenariats avec les… Alors, il y a des partenariats qui sont en place, donc ceux-là sont plus faciles à mentionner, puis après il y a des partenariats en discussion, donc cela je les tairai, mais ce qui est certain, c'est que… Vous pouvez nous donner des scoops. Hein, ce qui est certain, c'est que on ne cherche pas je dirais de la philanthropie, d'abord parce que quelque part ça n'existe pas clairement, et ce qui est important pour nous, c'est de trouver un partenariat avec, je dirais, tous les acteurs, alors pour nous, la transition énergétique. Mais ce sont aussi bien, effectivement, les majors de la production d'énergie, hein, donc EDF, Total Energy, Engie, donc effectivement, qui sont partenaires, mais aussi le monde financier, qui l'est également, mais aussi le monde du bâtiment, parce que les bâtiments, c'est un élément très important de la transition énergétique. Effectivement, c'est le digital avec les questions de l'efficacité énergétique des process digitaux, du numérique. Donc là-dessus, ce qui est important pour nous, c'est par ce mécénat, de créer un tissu de collaboration qui nous permette surtout de pouvoir voir quels sont les verrous de terrain que nos partenaires expérimentent. Sur ces verrous de terrain, probablement une partie ne seront pas du ressort de la recherche. Hein, quelque part, le bureau d'études peut largement contribuer à trouver des solutions. Mais par contre, un certain nombre de verrous rentrent en résonance avec des problématiques de recherche. Et c'est sur ces questions-là que clairement on se positionne. Alors, quel est l'intérêt pour un mécène de rejoindre de participer à Energy for Climate? C'est que finalement, via un guichet, eh bien, il a accès d'une part à des expertises multiples, donc que ce soit sciences de l'ingénieur, que ce soit mathématiques appliquées, informatique sur les problèmes d'optimisation, de gestion des réseaux, que ce soit sur les problèmes des économistes, que ce soit des gestionnaires des sciences sociales sur les questions du comportement des usagers, que ce soit bien sûr les sciences du climat. Donc, par un guichet qui est Energy for Climate, quelque part, l'entreprise peut, je dirais, faire une veille technologique, en tout cas une veille sur effectivement dans quelle direction la recherche avance et comment cette recherche peut aussi répondre à des questions que se posent. Bien évidemment, puisque là ici on parle de mécénat, hein, on traite de choses assez amont, hein, sur lesquelles bien évidemment les questions de propriété intellectuelle pourraient se décliner plutôt à un stade largement plus aval, mais en tout cas en amont, ce qui séduit les mécènes, clairement, c'est cette dimension très interdisciplinaire, très décilotée, très un-guichet pour accéder, je dirais, à des expertises multiples et surtout pour, encore une fois, travailler de façon vraiment partenariale sur des verrous qui sont des verrous de recherche que ces partenaires expérimentent. Merci beaucoup pour ces précisions et on parlait d'entreprise, donc la transition est toute faite puisqu'on a une représentante d'entreprise qui est Genvia aujourd'hui avec Marie-Noël Dessinges. Je rappelle que vous êtes manager du transfert de la technologie dans cette société qui développe une technologie sur l'hydrogène décarboné et dont le CEO et Schlumberger sont actionnaires. Donc voilà, là aussi peut-être rapidement nous expliquer plus précisément ce que fait Genvia puisqu'elle a été créée assez récemment, donc tout le monde ne connaît peut-être pas cette entreprise. Et puis, comment l'activité de Genvia peut contribuer à cet objectif zéro émission nette, qui est le sujet de notre webinaire. Je vois en même temps les questions n'hésitez pas à poser des questions, les questions commencent à s'enchaîner. On aura bien sûr une séquence
questions-réponses après l'intervention de Marie-Noëlle Dessinges. C'est à vous. D'accord. Alors, attendez, je ne sais pas si je suis en mute. On vous entend. Bon. D'accord. Ok. C'est parfait, parfait. Merci beaucoup. Alors, je ne sais pas quel écran vous voyez. Alors, on voit votre présentation avec Genvia marqué en gros. C'était le message. Ben, j'adhère parfaitement aux propos, j'adhère complètement aux propos qui viennent d'être mentionnés par M. Drobinski. À plusieurs égards, effectivement, c'est une très bonne transition. À deux égards. Le premier, c'est par rapport à l'approche que vous avez de mise en place de démonstrateurs. Ça, c'est absolument clé. Parce que dans le monde industriel, le passage à l'échelle est quelque chose qui est très, très souvent problématique. Je suis en présentation plein écran, mais vous ne le voyez pas. Je vais faire comme ça. Et la deuxième raison, c'est parce que j'adhère parfaitement ici à la notion de transfert de technologie et au fait que le temps en fait, de la recherche et le temps de l'industrie et de la production en particulier ne sont pas du tout les mêmes. Et donc, il faut laisser faire la recherche scientifique française ou internationale, hein, mais la recherche scientifique, travailler sur les véritables verrous techno parce qu'on en a beaucoup. C'est absolument en travaillant sur toute la chaîne de TRL et il y a des enjeux à tous les niveaux. Donc, c'est vraiment en travaillant de manière collaborative et partenariale qu'on arrivera le mieux à répondre aux enjeux de la transition et aux enjeux, de mon point de vue, industriel. Alors, qui nous sommes ? Genvia, c'est une entreprise, en fait, vous l'avez mentionné tout à l'heure, M. Brali. Nos deux actionnaires principaux sont Schlumberger et le CEA. On a également 3 autres partenaires industriels et un acteur institutionnel. Donc Schlumberger, en fait, qui est un parapétrolier, un méga parapétrolier français, avec un footprint à l'international, qui a l'habitude en fait d'industrialiser des solutions technologiques à très forte teneur en technologie. Le CEA, je pense que vous connaissez très bien. Donc là, c'est la partie effectivement CEA Tech, donc la partie technologie du CEA, qui travaille beaucoup en France sur la recherche techno. Et donc les deux acteurs ici, ce sont des acteurs là plus sur la partie industrialisation, et donc le CEA qui est notre partenaire privilégié de recherche aujourd'hui, mais pas que. Et après, on a 2 acteurs, c'est là où je rejoins votre approche, M. Drobinski, de travail en écosystème. On a Vicat et Vinci Construction, qui sont pour nous, en fait, les usagers de l'hydrogène. Vicat, parce que l'hydrogène va servir à décarboner la production de ciment, et Vinci Construction qui sont intéressés en fait par tous les aspects liés à la transition énergétique et en particulier à l'hydrogène pour des stations de recharge entre autres sur les autoroutes. Et on a également un acteur ARIS, l'agence régionale anciennement AREC Énergie Climat d'Occitanie, agence régionale investissement stratégique qui travaille en fait au développement et à la construction en fait de l'écosystème en Occitanie. Donc si vous voulez, tous ces partenaires industriels de recherche et puis les industriels plus aval, donc qui sont utilisateurs de l'hydrogène, ça fait partie de nos membres fondateurs qui constituent Genvia. Alors, ce que l'on est, pour vous donner un petit peu de contexte également, on est localisé sur 3 sites. Un site à Clamart, où on travaille nous sur la partie engineering, donc ce que vous avez appelé le bureau d'études, qui est effectivement la partie immergée, j'allais dire, de la recherche techno. On a la recherche un peu plus amont, donc qui est à Grenoble et également à Tours, qui travaille, on est hébergé au sein des locaux du CEA à Grenoble. Et notre partie fabrication-production, elle est à Béziers, en Occitanie. Donc notre histoire, en fait, on est le fruit, donc on est né en 2021, mais on est déjà une 60aine d'employés, et si on regarde tout l'écosystème que l'on irrigue de par nos partenariats, on irrigue près d'une centaine de personnes, notamment grâce à nos collaborations avec le CEA. On est le fruit de 15 ans de R&D. Alors 15 ans, c'est un peu long. Je pense que là, en l'occurrence, la techno aurait pu être industrialisée peut-être un petit peu plus tôt, mais pour le coup, le marché, ou alors on va dire
le régime, enfin, la politique, le marché, l'environnement n'étaient pas propices au déploiement de l'hydrogène. Le plan hydrogène, c'est Hulot, et c'est plus récemment les grands projets hydrogène qui ont été mis en place par le gouvernement, donc les 7 milliards qui ont été mis sur la table pour déployer la filière hydrogène au sens très 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 large. Mais c'est le fruit historiquement d'un développement depuis les années 2000, où le CEA a travaillé assez tôt sur le développement d'une technologie dite SOC, donc Solid Oxide pour la petite histoire, qui est une très belle technologie qui travaille à haute température. Et donc il y a eu pas mal d'années qui ont contribué à la recherche exploratoire, donc des travaux sur les matériaux, de la compréhension des mécanismes de dégradation, de la compréhension des mécanismes de défaillance liés aux microstructures des matériaux. Je reviendrai un petit peu plus tard pour vous expliquer ce dont je parle. Des travaux sur la modélisation, des premiers prototypes, alors je vais appeler ça des proof of concept, qui n'étaient pas encore des prototypes à l'échelle, donc des premiers éléments de proof of concept, et pas mal de travail sur des matériaux, la résistance à l'oxydation, enfin des choses assez concrètes, mais qui étaient des verrous qu'il fallait lever pour avoir une première proof of concept et un premier proto qui, après, a été transféré et est en cours d'industrialisation auprès d'un partenaire industriel. Donc 15 ans, une fois encore, c'est un peu long, mais c'est quand même le temps de la recherche qui est très très long. Et donc c'est Genvia qui est en charge d'industrialiser les fruits de cette recherche technologique. Alors, je voudrais juste faire une petite digression pour être très très concrète sur ce dont on parle quand on parle de transition énergétique. Et en particulier quand je parle d'hydrogène. L'hydrogène, c'est une très très belle molécule qui a un fort teneur en énergie. C'est grâce à l'hydrogène l'hydrogène est déjà utilisé depuis très longtemps comme fuel pour la propulsion des fusées. Mais c'est une molécule en fait qui a beaucoup d'intérêt et qui rentre complètement dans le jeu de la transition énergétique à plusieurs regards. Alors, peut-être le premier, je vais parler du premier parce que c'est celui qui rencontrera le marché le plus tôt possible, c'est l'utilisation de la molécule d'hydrogène comme vecteur de décarbonation. Alors, ça veut dire quoi? Parce que c'est beaucoup de mots barbares. Ça veut dire déjà qu'on peut utiliser l'hydrogène pour remplacer tous les brûleurs à gaz naturel aujourd'hui qui sont déployés dans l'industrie de l'acierie, de la verrerie, enfin dans beaucoup de domaines industriels. On utilise des brûleurs à gaz nat partout où on a besoin de procéder très endothermiques qui demandent beaucoup d'apport de chaleur. Ces brûleurs à gaz nat libèrent, quand ils font de la combustion avec l'oxygène, naturellement, ils libèrent énormément de CO2. On peut remplacer ces brûleurs à gaz nat par des brûleurs à hydrogène, et ça a le bon goût, entre guillemets, de ne libérer que des molécules d'eau. Alors, une fois qu'on a dit ça, donc ça c'est un des premiers usages très importants de l'hydrogène. Le coût de la molécule d'hydrogène n'est pas le même, loin s'en faut, que le coût de la molécule de gaz nat, même si aujourd'hui, avec la crise en Russie, en Ukraine, je pense que le coût du gaz a bien évolué, mais la teneur en énergie de l'hydrogène est telle qu'on estime à l'horizon 2030, en incluant la taxe carbone plus la densité énergétique de la molécule d'hydrogène, on sera break-even en termes de coût par rapport à transformer les brûleurs à gaz nat par rapport aux brûleurs à hydrogène. Donc c'est certain que c'est quelque chose il faut le temps de la transition, où il faut accélérer la transition entre maintenant et 2030. Donc ça, c'est le premier usage. Un deuxième autre usage sur lequel ArcelorMittal, je parle d'Arcelor parce que c'est de notoriété publique, ça fait partie de la roadmap et de leur feuille de route de la transition énergétique, c'est faire de la réduction directe d'acier, c'est-à-dire au lieu d'utiliser du charbon comme élément de réduction pour leur acier, on pourrait utiliser de l'hydrogène. Pareil, le coût molécule d'hydrogène et une molécule de charbon, ça n'a rigoureusement rien à voir, mais le charbon est ce qui contribue très très fortement aux émissions de CO2. Et donc c'est vraiment, on peut également coupler l'hydrogène en aval des usines de production, coupler l'hydrogène en fait avec la récupération de CO2 pour faire CO2 plus H2, faire des molécules d'intérêt type métal, méthanol, on pourrait même aller jusqu'à des biofuels. Donc tout ça en fait, c'est le rôle que peut jouer l'hydrogène dans la décarbonation industrielle, qui est un rôle absolument crucial. Au-delà de ça,
L'hydrogène a également un rôle dans la transition énergétique pour la mobilité. Donc là, vous en avez tous entendu parler, j'en suis certaine, des piles à combustible. Des piles à combustible, le combustible étant l'hydrogène. Pareil, combustible hydrogène plus oxygène, ça relargue uniquement de l'eau dans l'atmosphère. Donc, travailler sur des piles à combustible pour de la mobilité qu'on appelle lourde, ça veut dire quoi? C'est pour des gros camions, parce que pour des petits, qui est très très complémentaire en fait de la mobilité, des solutions de mobilité apportées par les solutions de batterie. Et enfin, donc ça vous en avez un petit peu parlé, je crois, Monsieur Drobinski également, c'est tout ce qui est service au réseau. Donc, tout ce qui est service au réseau, c'est le fait que quand on intègre beaucoup d'énergies renouvelables, ça ne vous aura pas échappé qu'elles sont intermittentes. Et donc, il y a des moments où c'est très compliqué de stocker l'énergie. Il y a des solutions pour stocker l'électricité, mais le réseau, lui, doit être en permanence équilibré. C'est-à-dire qu'en permanence, on doit produire autant qu'on consomme. Et donc, le gros intérêt de l'hydrogène, ou des batteries d'ailleurs, le gros intérêt de ces solutions-là, c'est que quand la production excède la demande, vous pouvez stocker l'excès d'électricité en hydrogène, et quand la demande excède la production, vous pouvez restituer l'électricité qui est nécessaire au réseau en convertissant l'hydrogène via une pile à combustible, par exemple, en électricité. Donc tout ça, c'est pour vous donner un petit peu le contexte de à quoi ça sert l'hydrogène, pourquoi l'hydrogène et quel est son rôle dans la transition énergétique. Après, tout ça, ça demande des investissements significatifs, ça demande le déploiement d'infrastructures, ça demande des investissements qui sont loin d'être négligeables, vu qu'il faut transformer les assets que l'on a aujourd'hui pour incorporer ces nouvelles solutions techno. Et au-delà de ça, il y a des véritables verrous, ce n'est pas quelque chose qui se fait en un battement, en un clin d'œil. Alors, je ne sais pas combien de temps il me reste. Je voudrais peut-être juste... Une petite minute peut-être qu'on puisse ensuite prendre les questions, mais allez. D'accord. Alors, juste une minute, je pense, pour expliquer très brièvement. Je vous expliquais à quoi servait l'hydrogène, pourquoi c'était important. Je pense que la notion de partenariat, je vous l'ai expliqué également avec notre écosystème d'actionnaires. Et un autre élément que je voudrais mentionner ici, c'est la teneur technologique de ce dont on parle. Alors, pour faire très simple, je ne vais pas montrer la théorie, on s'en fiche, mais pour faire très simple, aujourd'hui, on peut travailler en électrolysant la molécule d'eau. Donc H2O, on fait de l'hydrogène et de l'oxygène. Pour faire cette électrolyse de l'eau, on utilise de l'électricité. On peut soit utiliser de l'eau liquide, et on travaille avec des solutions qui s'appellent les solutions PEM ou alcalines, dont vous avez peut-être entendu parler. C'était ce que vous faisiez à l'école quand on mettait une électrode, une anode et une cathode dans l'eau, on faisait passer un courant électrique, on voyait des bulles arriver. Bon, c'était ça, c'était de l'hydrogène et de l'oxygène. On peut travailler avec de la vapeur d'eau. Et l'intérêt de travailler avec de la vapeur d'eau, c'est qu'on gagne toute l'énergie qui est nécessaire pour vaporiser la molécule d'eau. Donc, on travaille à très haute température. Quand je dis haute température, c'est qu'on travaille à 700-800 degrés. Et avec cette température-là, on arrive en fait à des rendements, des promesses de rendement qui sont très nettement supérieures aux technologies PM et alcalines. La contrepartie, c'est qu'on travaille en milieu corrosif, à haute température, et on a des enjeux, on a des problématiques qui sont liées à la corrosion des matériaux, qui sont liées à la fragilisation des métaux par hydrogène, qui sont liées au rendement électrochimique des cellules. Donc, je ne vais pas vous étaler en fait tous les problèmes, pas les problèmes, mais tous les verrous que l'on a. C'est tout pour vous dire qu'il y a une forte teneur technologique et en recherche matériaux, solutions technologiques et d'engineering qui sont liées à notre roadmap et au passage à l'échelle pour la transition énergétique. Je vais m'arrêter là. Pardon, si vous avez des questions. Oui, merci. Je pense que merci pour cette présentation et pour le degré de vulgarisation dont vous avez su faire preuve pour les gens qui ne sont pas spécialistes d'électrolyse d'hydrogène, de piles à combustible, etc. C'était en tout cas pour moi très clair. Peut-être il y a une question qui recueille le plus de votes, c'est vrai qu'elle est assez pertinente. Quelle est la place de la sobriété dans l'ensemble des travaux menés? Là, on voit qu'il y a des solutions technologiques, voilà. Mais est-ce qu'on a une mesure? Est-ce qu'il y a des travaux là-dessus? Je ne sais pas qui veut réagir là-dessus. Nadia Maïzi, oui, allez-y. Oui, des travaux sur la sobriété. Il en est mené, je pense, depuis assez longtemps, en tout cas au sein de notre école, sur l'étude des comportements.
sur la façon de pouvoir intégrer en fait globalement l'homme dans la boucle, et notamment en termes de modélisation, puisque souvent on essaye de quantifier tous ces éléments-là. C'est assez compliqué parce qu'il faut arriver à capter les éléments autour des usages, autour des imaginaires, autour de la norme. Donc on rentre dans des disciplines qui sont plutôt de la sociologie ou de la psychologie. Et dans le cadre du GIEC, donc moi ce que je n'ai pas dit, c'est que le chapitre auquel j'ai contribué sur donc ce troisième volet relatif à l'atténuation, c'est un chapitre qui était nouveau, c'est-à-dire que c'est la première fois qu'on adressait la question des aspects sociaux liés à l'atténuation des gaz à effet de serre. En jargon, on dit que c'est un chapitre qui s'est intéressé à la demande, c'est-à-dire en fait à tout ce que nous sollicitons pour satisfaire nos besoins, que ce soit du chauffage, que ce soit des transports, que ce soit des loisirs. Et donc ces éléments-là ont été interrogés à la lumière de est-ce qu'il y aurait des potentiels de ce côté-là. Donc on ne parle pas de sobriété, mais bien sûr, le corollaire de ça, c'est un changement de comportement et éventuellement donc l'adoption de ce que certains diront de la sobriété, d'autres diront aller vers de la décroissance. Mais alors là, je mets un grand bémol, c'est encore une fois un biais des pays du Nord. Parce que quand on travaille sur un chapitre de ce type et qu'on envisage la situation planétaire, on est obligé de raisonner avec ce que c'est qu'un niveau de vie décent minimum, comment on le qualifie, comment on qualifie le bien-être, et comment en fait on commence par garantir ce niveau de vie décent minimum à l'ensemble des populations. Or, il faut savoir que pendant que 10% des ménages les plus riches émettent 40% des émissions de gaz à effet de serre, l'accès à tout un tas de services de base n'est pas assuré pour un très grand nombre de populations autour de notre planète. Donc, parler de sobriété est finalement utiliser un gros mot, non pas par rapport à ceux qui portent la croissance, les capitalistes, les gros industriels, etc. En fait, on se trompe. C'est un gros mot par rapport à toutes ces populations qui sont loin, mais très loin d'être à un niveau de développement décent. Donc c'est un terme que nous n'avons pas utilisé. Maintenant, ce que je confirme quand même, c'est que si derrière ce mot, on adresse les modes de vie, les imaginaires, la norme sociale, pourquoi je veux m'acheter une très belle voiture en pensant que c'est un signe de réussite et que ça va m'apporter du bonheur, alors que je pourrais rester assis sur ma chaise à regarder les arbres par la fenêtre. Voilà, donc c'est toute cette discussion qui arrive derrière. Je pourrais en dire encore beaucoup plus, puisqu'il y a vraiment, si ça vous intéresse, regardez les résultats de ce chapitre et certaines extractions qui sont données dans le résumé pour décideurs, Summary for Policymakers. Merci pour cette. N'hésitez pas d'ailleurs les intervenants à donner des références qui peuvent permettre de prolonger les réflexions, les découvertes pour les internautes qui nous suivent. Je vois que Philippe Drobinski voulait peut-être réagir sur. Effectivement, il y a cette question de la sobriété. Est-ce qu'on étudie ça? Est-ce qu'on le quantifie? Est-ce qu'on le mesure? Oui, l'impact que ça peut avoir. Alors justement, donc. Au-delà de la sobriété, il y a la question d'abord de ce que j'appelle la maîtrise de la demande de l'énergie, donc qui est un tout sur lequel il y a beaucoup de leviers de réduction de la consommation, donc qui peuvent être déjà technologiques, hein, la question de l'efficacité, donc avec bien sûr l'efficacité énergétique et avec bien évidemment des dangers comme toute action technologique de potentiel effet rebond, mais qui sont analysés donc, par la communauté plutôt des sciences humaines et sociales au sein d'I4C. Il y a la partie flexibilité, et là, c'est un élément là aussi qui s'appuie beaucoup sur justement nos démonstrateurs, donc en particulier les bâtiments dits intelligents, c'est-à-dire où on produit nous-mêmes notre énergie par des systèmes photovoltaïques, etc. Et puis qu'il y a entre du stockage, etc. Et on doit modifier le comportement des usagers de telle sorte à ce que
le pic de consommation intervienne au moment où le maximum de production locale, je dirais, se fait. Donc là, il y a beaucoup de travail à la fois autour des questions de quelle est la part de consommation qui est flexible, parce qu'il y a une partie de la consommation qui est forcément qui répond à des usages, je dirais, presque vitaux. Donc, il y a tout un travail, d'ailleurs, qui se repose sur les questions d'intelligence artificielle, hein, où on monitore de très longues séries de consommation de nos bâtiments pour essayer de voir quelle est la partie potentiellement flexible. Et puis après, il y a la question, donc, il y a la partie vraiment, je dirais, modification des habitudes des usagers pour faire en sorte que justement sur la partie qui est flexible, comment est-ce qu'on peut cette fois-ci la décaler dans le temps pour qu'elle puisse se faire au maximum de, je dirais, de production, d'autoproduction. Et enfin, il y a la question de la sobriété qui est abordée un peu sous 3 grands axes. Un axe qu'on appelle de la sobriété monitorée, enfin surveillée, hein, donc qui regarde justement la transformation des comportements et des pratiques d'individus vers des nouvelles pratiques de consommation. Donc là, on le fait justement en particulier sur nos démonstrateurs, puisqu'on a une communauté habitante de nos démonstrateurs. Ce sont des bâtiments. Donc, il y a des étudiants qui y vivent, il y a des chercheurs qui y travaillent. Donc, on peut quelque part, justement, dans ce laboratoire un petit peu vivant, un petit peu faire ce monitoring des changements, des transformations de comportement. Il y a la partie que j'appellerais un petit peu sobriété idéologique, c'est-à-dire où on est vraiment sur une expérimentation, je dirais, de modèles de vie holistiques, hein, qui peut, que ce soit ce qu'on appelle les oasis de transition. Enfin, donc ça, c'est moins regardé. C'est à regarder en tout cas d'un point de vue là beaucoup plus en s'appuyant moins sur, je dirais, le dispositif de laboratoire vivant. Et enfin, il y a ce qu'on appelle la sobriété pilotée, régulée, hein, donc là où on s'appuie sur comprendre le mécanisme, les process de décision politique qui permettent justement d'aboutir à de la régulation qui, je dirais, quelque part, force un petit peu les actions de sobriété. Une autre question, et je crois que Marie-Noël Dessinges a commencé à y répondre, mais tout le monde n'a pas forcément les yeux rivés sur l'onglet questions, donc je repose cette question à laquelle vous allez pouvoir répondre à oral. Combien représenterait le coût de l'hydrogène vert par rapport au gaz ? En fait, ça dépend très, très, très fortement des applications. Je ne peux pas vous donner une réponse toute faite parce que ça va dépendre si c'est pour faire du service au réseau, de la puissance qui est nécessaire. Ça va dépendre si vous transformez, je vais reprendre mon exemple de vous transformer un brûleur à gaz naturel par un brûleur à hydrogène. Imaginez bien que tous les réfractaires qui sont autour, il va falloir travailler sur ces matériaux-là également, etc. etc. Ça dépend de plein de facteurs. Ce que je peux juste dire, c'est que on pense que, nos simulations nous montrent qu'à l'horizon 2030, en prenant en considération les améliorations de rendement des solutions d'électrolyse, les perspectives de non-dégradation des solutions et en prenant en considération les perspectives de taxe carbone, on sera à prix équivalent avec des hypothèses qui sont techniques, mais avec toutes les hypothèses, on sera à prix équivalent hydrogène versus CH4. Donc, hydrogène, ça relargue une fois encore de l'eau, CH4, ça relargue du CO2. Donc, c'est des perspectives qui sont très intéressantes. Et tout ce qui va être subvention, tout ce qui va aider en fait au déploiement des solutions techno vont aller dans le bon sens pour réduire les coûts. Le passage à l'échelle est absolument critique. Pardon. Je vois que Anne-Catherine Rota veut réagir. Je vous laisse ouvrir votre micro, Anne-Catherine. Oui, alors, en fait, c'était pour une autre question. Oui, j'ai une question qui me brûle les lèvres pour nos panélistes. Pour revenir sur quelque chose qui a été mentionné par plusieurs d'entre vous, sur la problématique de partir des résultats de recherche, et il y a la question d'accélération du temps pour amener à des choses concrètes de type réalisation. Comment dire ? Je veux dire autrement, comment rendre actionnables des résultats de recherche et rendre compréhensibles par les acteurs dans tous les échelons ensuite de l'échelle TRL et autres. Et est-ce qu'il y a tel ou tel verrou, je vais reprendre le même mot, selon vous, qui serait à capter en premier lieu là-dessus ? Alors là, je ne sais pas qui voudrait répondre là-dessus pour rendre compréhensible finalement tous ces résultats de recherche et des fois aussi
il y a un volume de recherche qui fait qu'on s'y perd. Je ne sais pas si Nadia Maïzi ou Philippe Drobinski peut-être répondre en tant que chercheur. Ouais. Essayer de commencer, en fait, la difficulté qu'on a pour faire ça, c'est vraiment le temps. C'est-à-dire que ce qui est valorisé dans la carrière d'un chercheur, c'est la publication académique. Et pour passer d'une publication académique à de la vulgarisation, c'est en fait énormément d'investissement temporel, quoi. En fait, pour moi, il n'y a aucune difficulté. Mais moi, je le vois très bien dans ma sollicitation depuis la sortie de ce 3e volet le 4 avril. Mais je veux dire, j'enchaîne les présentations sur présentations pour transmettre, et ça fait partie de notre mission, donc c'est très important. Mais pendant tout ce temps-là, je ne fais rien d'autre. Voilà. Et ça, c'est très frustrant pour un chercheur. Donc, et qui est le mieux placé pour faire cette vulgarisation? En réalité, c'est le chercheur. C'est très difficile d'essayer de sous-traiter ça. On a essayé des tentatives en recrutant des personnes un peu moins capées, etc. Mais en vérité, ça ne fonctionne que d'une manière très limitée. Dès qu'on cherche à creuser un peu plus, ben, il y a un manque. Voilà. Et je pense qu'à un moment, il faut qu'il y ait une partie des scientifiques dans l'urgence. Moi, je considère qu'aujourd'hui, donc, on est vraiment dans l'urgence. Et c'est bien, je pense pour ça qu'il y a ces initiatives qui sont en train de fleurir. On veut passer à l'action. Et en fait, pour passer à l'action, c'est déjà essayer de capitaliser sur tout ce qu'on a, tout ce qu'on sait qui ne marche pas, tout ce qu'on sait qui va mettre peut-être 30 ans à se déployer. Mais ok, mais en fait, c'est pour hier qu'il fallait déjà commencer à décarboner sérieusement. Donc, dans quoi il faut investir? Donc, c'est pour ça que je disais, la déclinaison du programme scientifique de notre institut, elle est vraiment par rapport à ce questionnement de dire, transiter ok vite, alors comment? Voilà, maintenant qu'on a quelques éléments. Et ensuite, qu'est-ce qu'on peut déployer? Et ensuite, est-ce qu'il faut faire feu de tout bois ou est-ce qu'il faut choisir des stratégies et des orientations? Et tout ça, on ne va pas le décider tout seul, c'est au décideur de décider. Parfois, le décideur se repose un peu beaucoup sur le scientifique. Donc, on doit transmettre, et qui mieux que le chercheur? Le chercheur. Merci. Je vois que Marie-Noël Dessin, je veux réagir. Je vous dis juste, il est 16h17, donc normalement, on doit terminer. Donc, allez-y, mais on ne va pas tarder à conclure. Non, mais je vais laisser la parole à M. Drobinski qui avait levé la main avant moi. Ah, pardon. Voilà. Allez-y. Non, je pense que la question, c'est vrai qu'il y a la recherche se construit dans le temps, mais d'un autre côté, il existe aussi le temps passé, c'est-à-dire qu'il y a une partie de la recherche qui s'est construite sur les 10 dernières années, et clairement, dans l'ADN d'E4C, si on veut accélérer la transition, il faut être capable de montrer qu'on est capable de délivrer des choses. Donc, c'est vrai qu'on utilise finalement le campus comme un jeu, un espace de jeu dans lequel on va déployer des choses qui fonctionnent, ou qui fonctionnent moins bien, ou en tout cas avec lesquelles on va pouvoir jouer, mais qui permet à la fois de permettre de tester ce que l'on développe dans la vraie vie. Et ça, clairement, il y a les étudiants adorent ça. Enfin, pour eux, être capable de toucher du doigt, de sortir du labo, justement, de toucher du doigt des objets de taille réelle qui fonctionnent, alors plus ou moins bien, on travaille sur l'amélioration. C'est quelque chose qui est extrêmement motivant. On a un problème presque d'offre et de demande, c'est-à-dire qu'on a une demande trop forte pratiquement de demande de projets, de stages, pour pouvoir y répondre, parce que c'est très mobilisant. Et l'autre chose qui est importante, c'est que le fait qu'on soit dehors, le fait qu'on soit sur le campus, eh bien, les gens qui passent voient ce qui est fait. Et ça, il est clair que si on veut accroître le niveau de awareness, le niveau de conscience, d'une part, que la transition, on peut la déployer, que c'est pas que quelque chose qui est encore balbutiant, qui est encore que dans les laboratoires. Donc, ça permet vraiment d'augmenter cette prise de conscience, et aussi de travailler, et là, on est un laboratoire, là aussi, vivant, c'est-à-dire de travailler avec eux sur les questions d'acceptabilité, parce qu'il ne faut pas croire qu'on déploie des panneaux PV, qu'on déploie des systèmes, on a un lac Alix sur lequel on veut travailler sur les questions de séquestration, de capture et de séquestration carbone.
Très bien, lorsqu'on déploie des choses, il y a de la compétition. Le lac est utilisé par ceux qui font de l'aviron, donc par exemple. Donc on sait qu'on va devoir travailler sur les questions d'acceptabilité, sur les questions de négociation. Et donc on est capable finalement de faire à petite échelle quelque chose qui après vont être des verrous à lever à plus grande échelle. Donc on est un incubateur, non pas, on est vraiment un laboratoire vivant qui incubé quelque part à petite échelle, mais qui est censé reproduire dans ce petit écosystème en tout cas une partie de ce qui pourrait être vu à des échelles plus grandes. Alors après, je rejoins Nadia, il y a des choses, encore une fois, c'est très, on est quand même en France, donc voilà, est-ce que tout ça pourrait se décliner de la même façon ailleurs dans le monde? Ça, c'est vraiment des questions ouvertes, mais qu'on adresse autrement, forcément. Marie-Noëlle Desarges, que vous aviez levé la main. Oui, mais j'adhère avec Sylvia. J'adhère avec. Ouais, ok. Non, mais je vais juste peut-être compléter avec une phrase, mais j'adhère avec complètement ce qui a été dit, la notion de travailler en écosystème. Je pense que c'est plus que de la vulgarisation. Je pense que ce qui est important, c'est que chacun se connaisse et travailler de manière collaborative. Et après, il y a les brevets. Les brevets qui sont absolument fondamentaux pour protéger les avantages compétitifs des acteurs industriels, mais ils sont absolument clés dans une économie complètement mondialisée pour défendre le positionnement pour défendre nos portefeuilles, quoi. Donc les brevets, en complément de tout ce que vous avez dit, M. Drobinski, sur le travail en écosystème, le travail de manière collaborative avec tous les acteurs de la chaîne de la valeur, je pense que travailler également sur des brevets et transférer les brevets sous la forme que vous le souhaitez, via des SATT, via des transferts de licences, mais absolument ce que vous voulez, je pense que c'est clé et fondamental pour la recherche partenariale. Merci. Oui. Oui, je travaille, je fais partie du conseil scientifique du fonds d'investissement Time for the Planet, justement, qui vise à soutenir à financer l'innovation dans la démarche de réduire nos émissions de gaz à effet de serre. Et ce qui est important, c'est que, et ce qui a été dit est important, c'est-à-dire qu'à la fois il y a le brevet parce qu'il faut se protéger un peu, mais ce qui est très important, c'est de pouvoir être capable de massifier. C'est-à-dire qu'une solution, il faut qu'elle soit impactante. On n'est pas dans il faut qu'on puisse faire face à un problème qui est un problème à une échelle qui dépasse quasiment l'entendement d'un individu. Donc, on est sur des problèmes absolument majeurs. Il faut être capable de répliquer, de disséminer des innovations qu'on espère, bien évidemment, ça c'est toujours la difficulté, auront un effet bénéfique à la fois sur nos émissions, mais aussi sur toutes les externalités induites. Il n'y a pas que la problématique des gaz à effet de serre, la problématique de biodiversité, de santé, d'équité, de justice sociale. Tous ces éléments-là font partie de considérations systémiques qui doivent aussi encadrer nos innovations. Mais ce qui est très important, c'est qu'une fois qu'on a une innovation dont on pense qu'elle a un effet essentiellement positif, c'est d'être capable de la répliquer et de la massifier le plus rapidement possible. Voilà, il est l'heure de conclure. On n'a pas pu prendre toutes les questions, mais c'est le jeu. Il faut qu'on termine vu qu'on a déjà 7 minutes de retard. Voilà, un grand merci en tout cas pour votre participation à ce webinaire. Un grand merci aux intervenants qu'on peut applaudir derrière nos écrans. Merci de nous avoir consacré tout ce temps pour le degré de vulgarisation dont vous avez su faire preuve et pour la réponse aux questions posées par les internautes. Sachez qu'un résumé écrit de ces échanges sera disponible sur le site de Campus Matin ainsi qu'un replay vidéo au cas où vous n'ayez pas pu tout suivre ou que certains n'aient pas pu suivre en direct. Un grand merci à tous et je vous souhaite une très bonne fin d'après-midi. Merci. Au revoir. Au revoir. Merci, au revoir. Au revoir.